Bonjour Régis. Bonjour Hamza. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Petite question Régis. Demain, des pourparlers recommencent à Genève entre les États-Unis et l'Iran. Que faut-il en attendre? Alors il s'agit de la deuxième session de pourparlers sur la question du nucléaire entre les États-Unis et l'Iran depuis finalement la guerre des 12 jours en juin dernier, qui avait interrompu évidemment ces discussions. Il ne faut pas oublier que ces discussions, elles ont commencé il y a plusieurs mois et que les frappes israéliennes sur l'Iran en juin dernier avaient arrêté toute discussion possible. Depuis, Donald Trump est revenu à la charge pour essayer de mettre une pression maximale sur l'Iran. Dans un premier temps, il a envoyé un groupe aéronaval avec le porte-avions Abraham Lincoln. Cette fois-ci, il a envoyé un deuxième porte-avions, le Gerald Ford, qui est le plus gros porte-avions actuellement en service dans l'armée américaine, dans la marine américaine. Donc deux groupes aéronavals, c'est énorme, ça fait des possibilités de frappe sur l'Iran absolument incroyables. Et d'après ce que disent les experts, on pourrait partir sur une campagne de plusieurs semaines visant à détruire principalement les centres des gardiens de la Révolution en Iran, les principales bases militaires, également les endroits où sont stockés les missiles balistiques, les fameuses cités missiles que les Iraniens ont construits au cœur de leurs montagnes. Tout ça, évidemment, a été étudié, passé à la loupe par l'armée américaine. Et donc, on n'attend plus que l'ordre de Donald Trump. Ils n'attendent plus que l'ordre de Donald Trump pour envoyer les frappes. Donc on est dans une situation où l'Iran est quelque part pris à la gorge par les Américains. Mais l'Iran, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répété, et encore une fois ce matin, que le pays ne négocierait pas sous la contrainte et n'entend pas plier aux menaces. L'Iran indique que de son côté, il est prêt à toute éventualité, que ce soit une guerre déclenchée par les Américains, que ce soit une opération combinée entre les Israéliens et les Américains, que ce soit finalement tout type d'éventualité. L'Iran dit « nous sommes prêts à déclencher une guerre totale, voire une guerre également contre les alliés américains de la région ». Et c'est pour ça que depuis cette nouvelle montée en puissance des tensions entre l'Iran et les États-Unis, beaucoup de pays arabes sont rentrés dans la danse, appuyant des solutions pacifiques, voulant et souhaitant ces négociations, jusqu'à finalement que Donald Trump les accepte. Donald Trump, on le sait, est aussi très sourcilleux de ne pas déclencher une guerre de 10 ans ou une guerre de 20 ans, comme ça avait été le cas 20 ans pour l'Afghanistan, 10 ans pour l'Irak, un bourbier dans lequel les États-Unis se retrouveraient englués avec un coût politique majeur, des dépenses absolument considérables. Donald Trump l'avait souligné à plusieurs reprises pendant sa campagne qu'il ne déclencherait pas de nouvelles guerres, et c'est vraiment ce qu'il entend faire. Jusqu'à présent d'ailleurs, quand on regarde le bilan de sa présidence, il y a eu beaucoup de menaces. Il y a eu beaucoup de moments où Trump a dit qu'il allait intervenir. Il est intervenu 2 fois. Il est intervenu à la fin de cette fameuse guerre des 12 jours dont je parlais, pour bombarder les sites de recherche nucléaire iraniens, Fordo, Natanz, Ispahan, assurant d'ailleurs avoir détruit à peu près tout le potentiel. D'ailleurs, c'est une petite contradiction, puisque Donald Trump estime que le potentiel militaire nucléaire iranien est toujours actif. Or, à l'époque, il nous avait dit que tout avait été éradiqué. Donc, il y a un peu une contradiction, mais Donald Trump n'est pas à une contradiction prête. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est de déclencher une frappe, si possible, ou en tout cas, que les Iraniens soulèvent de l'intérieur. C'est ce que Donald Trump a précisé. Ça serait pour lui le scénario idéal. Changer de régime. Mettre à Téhéran un régime qui soit favorable aux États-Unis et à Israël, c'est ce dont il rêve. Or, il sait pertinemment que des frappes, même longues sur l'Iran, ne garantissent pas automatiquement un changement de régime. Donc le président américain est un peu coincé entre sa base MAGA aux États-Unis, l'électeur américain à qui il a promis de ne pas s'engager dans de nouvelles guerres, et la pression
extrême qu'il veut faire peser sur l'Iran pour aboutir à des négociations. Les Américains entendent-ils élargir la négociation aux balistiques iraniens? Alors, c'est tout l'enjeu, en fait, de la globalité des négociations. Ce qui va se passer demain à Genève, pour les Iraniens, du point de vue iranien, ne concerne que le nucléaire iranien, sur lequel ils ont montré des signes comme quoi ils étaient prêts à négocier. Tout ce qui est en dehors, le programme balistique, l'aide aux proxys, au Hezbollah, aux milices Al-Jachabi en Iran, aux Houthis, tout finalement l'arsenal iranien dans la région, ça les Iraniens ne veulent absolument pas en entendre parler. Ils ne veulent négocier que sur le nucléaire. Ils ont assuré qu'ils n'arrêteraient pas l'enrichissement de l'uranium. Ils ont à peu près 440 kilos d'uranium enrichi en leur possession. D'ailleurs, quand on leur pose la question de où sont ces 440 kilos, ils disent ils sont sous les décombres. Sous les décombres, sous-entendu, quand les États-Unis, avec leur bombardier B-2, le 21 juin dernier, ont bombardé les principaux centres de Fordo, d'Ispahan et de Natanz, les Iraniens disent voilà, l'uranium enrichi est là-bas. On sait très bien que c'est probablement pas vrai, qu'il est en leur possession. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en préambule de la discussion qui va avoir lieu demain, Abbas al-Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, se trouve à Genève aujourd'hui pour rencontrer M. Grossi, le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour essayer justement de voir quelle relation l'Iran va pouvoir développer ou recommencer avec l'AIEA. Alors, on sait que l'AIEA avait obtenu un succès il y a quelques mois. L'Iran avait accepté que certains sites qui n'avaient pas été touchés par les frappes de juin dernier, les frappes américaines, soient à nouveau inspectés. Actuellement, il n'y a plus d'inspection de l'AIEA. Les Iraniens ont fini par interdire l'accès. Là, l'idée est de recommencer un accès des inspections, recommencer aussi potentiellement connaître le devenir des fameux 440 kilos d'uranium enrichi que l'AIEA aimerait finalement contrôler aujourd'hui, dont les Américains veulent se débarrasser, mais voilà, tout l'objet de la négociation, il est là, il est sur ce nucléaire. Pour les Iraniens, on ne parlera pas d'autre chose. Pour les Américains, l'autre grand aspect dans la balance, c'est la question de la levée des sanctions. Parce que les Iraniens n'abandonneront pas leur programme nucléaire, l'enrichissement du nucléaire et ces fameux 440 kilos d'uranium enrichi, sans évidemment, en contrepartie, une levée des sanctions, ce que les Américains peuvent totalement faire. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait un accord solide, un accord viable sur la durée. Pour le moment, rien n'est garanti et on n'en est qu'au deuxième round de discussion. On va voir ce qui va se passer, mais tout est encore très très fragile. Et la menace américaine, comme je l'expliquais, est toujours extrêmement présente dans la région. Le pire scénario actuellement, c'est évidemment que les négociations échouent et que les Américains rentrent dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, en sachant que cette guerre, vu le taux d'équipement des Iraniens en termes de missiles balistiques et autres, voire aussi hypersonique. Il possède un arsenal assez complet qui n'a pas été complètement identifié lors de la dernière guerre. Donc ça veut dire que les Iraniens, passez-moi l'expression, en ont sous le pied, que ça contribue à régionaliser la région et à créer un chaos à la fois pour l'Iran, mais ça ne va pas toucher les États-Unis. Peut-être qu'il y aura peut-être que les porte-avions s'en retrouveront vulnérables, je ne sais pas, tout est possible. Mais l'Iran a la capacité de mettre le feu à la région. Et si tel est le cas, évidemment, ce Moyen-Orient qui a subi déjà les guerres d'Irak, de Syrie, de Libye, toute la région jusqu'en Afghanistan, verrait encore une fois une nouvelle déstabilisation. Et ça, les pays du Golfe, la Turquie, l'Irak, la Jordanie,
aucun de ces pays ne souhaite aller à nouveau dans cette direction. Ils connaissent le prix de ces guerres longues et ingagnables, et ils n'ont pas envie qu'elles se reproduisent à nouveau juste à côté de chez eux. L'Iran, quand on compare par rapport à la guerre en Irak, justement, l'Irak, c'était 27 millions d'habitants, un pays immense, mais beaucoup plus petit que l'Iran, qui a pratiquement 90 millions d'habitants. Donc pour faire chuter le gouvernement iranien, si le déploiement doit être long, si l'intervention doit être longue, évidemment, eh bien, ça ne va qu'apporter du chaos à la région. Et c'est une éventualité que peu de gens souhaitent aujourd'hui. Les Américains aimeraient, eux aussi, on le sait bien, par la voix de J.D. Vance notamment, ne pas renouveler l'expérience de l'Irak. Je rappelle que pour l'Irak, les néoconservateurs à l'époque, qui étaient très en pointe pour l'intervention américaine, donc en mars 2003, expliquaient que ça allait durer 2 mois. Ça a duré 10 ans. C'est ce que Donald Trump et J.D. Vance, ils l'ont redit plusieurs fois, ne veulent pas réitérer. D'ailleurs, de façon très intéressante, quand Donald Trump évoque la question de l'intervention américaine au Venezuela, il rappelle que ce qu'il a fait au Venezuela ne ressemble en rien à ce qui a été fait par George Bush en Irak. Il explique qu'ils ont gardé les structures pour cette raison. Les structures chavistes, l'ancien parti politique de Nicolas Maduro est toujours au pouvoir, ses milices contrôlent toujours le pays, et il fait des accords économiques et des accords de libération de prisonniers avec Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro. Donald Trump est revenu là-dessus l'autre jour en disant que le programme de débassification en Irak, le programme de démantèlement de l'armée avait conduit à la création de Daesh et qui n'entendait nullement faire ça dans les pays, c'est-à-dire pouvoir intervenir. Donald Trump veut pouvoir intervenir sans trahir sa promesse de ne pas recommencer une guerre, mais tout en ayant un impact. Avec Nicolas Maduro, ce kidnapping par les forces spéciales, les commandos Delta en plein cœur de Caracas, et ce rapatriement de Nicolas Maduro à New York, a été quelque part exécuté de main de maître. Il n'y a eu aucun Américain qui a été tué, il y a eu une centaine de Vénézuéliens et de Cubains qui ont été tués dans l'opération, mais si vous voulez, ça n'a pas conduit à la dislocation du pays avec un risque de guerre civile. Le problème de l'Iran, c'est que, que va faire Donald Trump? Kidnapper le guide suprême, Ali Khamenei, c'est difficile. Et rien n'indique que même si il arrive à s'emparer d'un certain nombre de têtes de l'Iran, les gardiens de la révolution vont abandonner la partie, d'autant que même si une grosse partie de la population leur est hostile, ils ont aussi leurs partisans, ils ont aussi leurs intérêts, et le problème de créer finalement, d'orchestrer des frappes qui vont conduire, ou qui conduiront peut-être finalement à essayer à faire vaciller le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'il va émerger. Alors on sait que Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, est sur les starting blocks pour reprendre le pays. Il insiste sur le fait que c'est lui qui peut être la figure de rassemblement qui succédera au régime des Mollahs, mais rien n'est certain que dans le pays, cette transition se fasse en douceur. Et si elle ne se fait pas en douceur, même si les Américains ont obtenu la chute, imaginons cette hypothèse, ont obtenu la chute du régime, eh bien, rien n'indique que la guerre civile ne se déclenche pas, étant donné que les gardiens de la révolution, les Pasdaran et leurs milices populaires, les Bassidji, s'en retrouveront acculés avec plus comme unique possibilité de combattre. Et évidemment, ça donne du carburant à une insurrection. Les Américains ont appris leur leçon, visiblement, sur l'Irak. Ils n'ont pas envie de réitérer la même chose en Iran. Benjamin Netanyahou a rencontré Donald Trump à Washington la semaine dernière. Comment on peut analyser cette visite? Alors cette visite, elle n'était pas prévue aussi rapidement. On sent que le Premier ministre israélien a fait le forcing pour être reçu en grande pompe à la Maison-Blanche par Donald Trump, dans le cadre justement de ces pourparlers. Ce qui a alerté Benjamin Netanyahou de son point de vue, c'est la possibilité d'un accord sur le nucléaire iranien qui laisserait totalement de côté la question du balistique, la question des relations de l'Iran avec ses proxys dans la région. Et donc,
la force de l'Iran. C'est-à-dire ce que recherche Israël, c'est d'affaiblir au maximum l'Iran, quitte à obtenir un changement de régime à Téhéran. Ça, c'est l'objectif de Netanyahou. On sait qu'il s'est fixé que ça comme objectif qui symboliserait, si la chose se fait, le couronnement de toute la campagne que Netanyahou a commencée avec Gaza, contre le Hezbollah ensuite, contre les Houthis et in fine contre Téhéran avec la guerre des 12 jours en juin 2025. Donc tout ça est un plan clairement établi pour changer les choses au Moyen-Orient. C'est clair, les Israéliens l'ont annoncé. Que cela s'inscrive dans les accords d'Abraham de Donald Trump, c'est pas impossible, mais en tout cas, on sait que les Israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou, sont plus interventionnistes que Donald Trump sur l'Iran. Et quand la première session de négociation a eu lieu à Mascate, au Sultanat d'Oman, les Israéliens ont découvert que Américains et Iraniens avaient conduit une négociation correct, qu'il en était ressorti qu'il fallait se réunir à nouveau, que les bonnes bases avaient été mises en place et s'étaient saluées des deux côtés. Ils ont craint que les Iraniens, finalement, puissent conserver leur programme balistique, puissent conserver tous leurs atouts, en échange finalement d'une flexibilité sur le nucléaire. C'est ça qui soucie Netanyahou. En tout cas, quand il est venu à Washington, il n'y a pas eu de conférence de presse après la rencontre avec Donald Trump, ce qui est inhabituel. Benjamin Netanyahou est parti presque aussitôt, ce qui fait, après avoir rencontré Marco Rubio l'avant-veille et signé l'accord sur le fameux Board of Peace. C'est une espèce d'organisation internationale pour la paix que compte créer Donald Trump. Donc Israël s'est porté volontaire, mais Netanyahou n'a pas fait beaucoup de déclarations après. Ce qui veut dire quoi ? Essentiellement qu'il n'a pas réussi à persuader Donald Trump de frapper l'Iran, ou en tout cas d'exiger de la part de l'Iran de mettre sous coupe réglée son programme balistique et d'arrêter finalement de contraindre l'Iran à arrêter ses relations avec ses alliés dans la région. Donc ça, c'est l'objectif israélien. Et Donald Trump a dit non là-dessus, on le sent bien, parce qu'il veut donner une chance à la négociation. Et Benjamin Netanyahou, c'est une chose aussi avec Donald Trump, c'est qu'il est possible que finalement le régime en Iran soit conservé, l'ayatollah Khamenei, que rien ne bouge finalement, en échange d'une certaine souplesse sur le nucléaire, du retour des inspections, de la diminution, de la cession complète ou pour partie de l'uranium enrichi à plus de 60%. Si ça se met en place, eh bien, ce que craint Israël, c'est que l'Iran conserve son régime et qu'il n'y ait pas d'intervention finalement. Parce que la question du nombre de missiles possédés par Téhéran et de sa capacité finalement à continuer à en produire inquiète évidemment Israël. Donc on est dans une situation où les intérêts d'Israël ne coïncident pas avec ceux des États-Unis. Donald Trump n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un accord sur le nucléaire pour dire « Regardez, je les ai fait plier, j'ai envoyé mes 2 porte-avions, ça a suffi, c'est moi le meilleur du monde, et maintenant on veut la paix », sans avoir à intervenir. Ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire il veut être respecté, il veut être l'homme de la paix, l'artisan finalement de nouveaux accords, de nouvelles relations internationales. C'est ce qu'il souhaite ardemment, couronné ou non peut-être l'année prochaine par le prix Nobel de la paix. Ça, c'est aussi une chose qu'il souhaite ardemment, sans avoir à déclencher de guerre et tout en restant fidèle à sa base, qui aujourd'hui est un peu critique sur son hyper-activité dans le domaine international. C'est ce que beaucoup de partisans de Trump lui reprochent. Et Donald Trump est parfaitement conscient que dans quelques mois, il y aura les élections de mi-mandat, et les élections qui, sur le papier, pour le moment, il est en train de perdre. Et donc, il veut à tout prix les gagner. Parce que là, si les démocrates reprennent la majorité à l'Assemblée ou au Sénat, il ne pourra plus faire grand-chose. Ça, c'est aussi des choses qui sont
à mettre dans l'équation. Et cette négociation sur l'Iran, évidemment, cristallise un petit peu tout ça en ce moment. L'avenir de Trump est aussi dans l'équation. Merci beaucoup, Régis. Merci Hamza.